Et on va continuer cet après-midi avec un sujet qui me tient à cœur, parce que généralement quand j'interviens, il y a toujours un petit peu de SEO, il y a toujours un petit peu d'e-commerce, vu que c'est un peu mon sujet de prédilection depuis près de 15 ans. Ça y est, je vais faire mon dinosaure, ça y est, c'est parti. Et on va essayer de vous filer des tips pendant une trentaine de minutes. Alors, on a un format court, une trentaine de minutes, et puis après c'est la pause qui est juste après, pour vous filer des astuces sur cette partie, comment référencer son site de dropshipping. Alors comme le veut la tradition, je vais me présenter très rapidement au préalable. Jean-Louis Humblé, on me définit souvent comme un apprenti sorcier du SEO et du e-commerce. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, je teste, je crache, je teste, je crache, je teste, je crache. Voilà. Parfois ça marche, puis parfois ça me pète à la gueule. Mais bon, c'est le monde des SEO. On a tous 50 sites de test, et puis c'est ce qui fait aussi notre force au quotidien. Et puis depuis 4-5 ans maintenant, je donne des cours de SEO à l'université. Parce que ça y est, il commence à y avoir des classes dans les IUT qui commencent à se faire, surtout dans ma région, qui est l'Est de la France, sous l'impulsion d'un certain Olivier Andrieux, qui a lancé à l'IUT de Mulhouse et à l'IUT de Metz des classes formateurs SEO et de formation SEO. Au quotidien, je dirige une entreprise qui s'appelle Etoline, qui est spécialisée dans les métiers du e-commerce. C'est une équipe de 9 personnes basée à Metz. On maîtrise toutes les technologies que sont PrestaShop, Shopify, WordPress, voilà. Et puis, petite nouveauté, depuis 2 ans, on voit de plus en plus de clients arriver avec du CMS HubSpot pour créer des sites web. Voilà. Donc, ils créent leur site directement dans HubSpot. HubSpot, à l'origine, c'est un CRM, c'est pas du tout prévu pour créer des sites web. Donc, on commence à avoir des problématiques SEO également dans un outil qui n'est pas prévu pour créer des sites web au départ et qui est plutôt assez bridé. Pour les gens qui sont de l'Est, il faut en profiter encore pendant quelques mois. Il y a encore quelques aides d'accompagnement qui sont lancées par la région de Grand Est. Donc voilà, c'est le petit tips, premier petit tips. Allez voir votre CCI, votre CMA, il y a de l'argent encore. Ils n'arrivent pas à trouver des candidats pour financer les projets. Donc profitez-en si vous êtes dans cette région. C'est pas le cas un petit peu partout. Voilà, les petits liens pour me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter. Allez, je passe très vite. Vous n'êtes pas venus pour écouter ma biographie, vous êtes surtout venus pour qu'on parle de SEO, de dropshipping, et pour qu'on essaye de voir après un état des lieux, les avantages, les inconvénients, mais aussi tous les soucis qu'on pouvait avoir avec ces maxi-catalogues. Alors, quand on parle de dropshipping, ce qui me fait souvent marrer, c'est que les clients, les prospects que je vois, ils arrivent généralement dans mon agence, ça veut dire, je veux faire du dropshipping. Ils ont les yeux qui brillent comme ça. Ça va bien se passer. Ça y est. On va retomber sur terre. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que mon dada, c'est l'e-commerce, c'est 45% des e-commerçants misent sur le SEO pour attirer des clients. Ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait pas mettre tout l'argent dans les ads et que le SEO, ça pouvait rapporter des clients. Enfin, il est temps quand même. Le seul problème, c'est que si cet après-midi on parle de dropshipping, c'est que dropshipping, souvent, c'est synonyme à « tu veux gagner de l'argent ?» Ça va bien se passer. Voilà. Ça fait un peu la vérité si je mens, ça, quand même. Mais souvent, quand vous tapez dropshipping sur Internet, vous avez tous les tutos, les vidéos, les YouTube qui vous expliquent que vous allez pouvoir devenir millionnaire du jour au lendemain. Bon, si vous êtes là aujourd'hui et si je suis là aussi, c'est que finalement on n'est pas encore millionnaire et qu'au contraire, on a bien compris que ça se passait pas tout à fait comme ça. J'ai fait une capture d'écran d'un article que j'ai vu il y a quelques jours, le 29 août, c'est pas très longtemps, qui disait gagner de l'argent en ligne, c'est pas très difficile, mais quand même vous devez être intelligent avec votre temps et puis l'investir. D'un seul coup, le discours est en train de changer à peu près. Tiens, c'était pas si simple que ça au final. Bon, quand on parle de dropshipping, souvent on parle de produits qui viennent d'AliExpress, de Big Buy, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, avec des catalogues qu'on intègre comme des fous. Finalement, on pourrait se dire c'est facile le dropshipping. En préparant cette con, j'ai été faire un tour sur le géant américain Amazon et je me suis tapé juste le mot dropshipping et j'ai vu que je pouvais acheter un livre pour 8,52 € qui me permettait de devenir riche, donc c'était génial. Celui-là, pas à pas pour devenir riche en moins de 30 jours. Bon, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Si vous avez acheté ce livre, au moins il vous sert à caler un meuble, c'est déjà ça quoi.
Sérieusement, lorsqu'on commence à faire de l'e-commerce ou lorsqu'on commence à faire du dropshipping, c'est un peu prise de tête parce que faire référencer un site au quotidien, c'est déjà dur, mais faire référencer un e-commerce, c'est encore plus dur. Parce qu'il y a encore plus de pages, mais il y a surtout plus de spécificités. La première question qu'on me demande souvent, c'est quel produit je vais pouvoir vendre sur dropshipping. Excusez-moi, c'est vous, c'est pas moi, quoi. Accessoirement, on dit souvent qu'on doit vendre le produit qu'on connaît. Souvent dans le dropshipping, on vend des produits qu'on ne connaît pas. Et de toute manière, on les a jamais vus, ils sont au bout du monde. C'est l'histoire du drone qu'on a commandé et qui finalement, quand il arrive, il est grand comme ça. Alors qu'en fait, on pensait qu'il faisait une taille raisonnable. Pour les gens qui veulent se lancer dans le dropshipping, moi j'aime bien conseiller quelques outils comme Seller Pulse qui me permet de trouver des idées de produits, des idées de tendances de produits. Je vous ai dit, cet après-midi, on va essayer de vous filer un maximum de tips, un maximum d'outils. J'aime bien utiliser aussi des outils comme Jungle Scout. Jungle Scout, ça me permet aussi d'évaluer le potentiel des produits. Donc là, on voit ce qu'on chercherait dans Google Trends avec les recherches, sauf avec un peu plus de subtilité. Et puis, on recherche les opportunités par mots-clés, éventuellement liés derrière un produit. Alors, Jungle Scout, on peut aller bien plus loin avec, vu que on peut exploiter les données du secteur, les analyses de marché, etc., etc., etc. C'est un produit qui est plutôt assez sympa. En fait, quand on fait du dropshipping ou quand on fait de l'e-commerce, il faut surtout écouter ce qui se vend. Écouter ce qui se vend, mais ça ne veut pas dire que je vais le vendre. Parce que vous le savez, le SEO, finalement, on doit surtout s'atteler à ce que recherche notre audience. Alors bien sûr, pour trouver des idées de business, on peut en trouver plein. On peut utiliser des outils qu'on utilise en tant que SEO au quotidien, Ahrefs, la Search Console, bien sûr. Google Trends, je vous invente rien, je les passe très vite volontairement. C'est plus pour que vous ayez tous les éléments sur le PowerPoint et que ce soit votre base pour trouver des idées. Le Keyword Finder, etc., Answer the Public, j'en passe. Je vais volontairement passer très vite sur toute cette partie-là. Quand j'ai préparé cette conf, j'ai essayé de chercher des idées originales de dropshippers. Il y a des gens, ils vendent des trucs bizarres quand même. Il n'y a que dans le dropshipping que j'ai arrivé à trouver quand même quelqu'un qui vendait des bidets sur Internet. Il fait du business avec des bidets. Et le pire, c'est qu'il les vend. Alors maintenant, il vend des bidets et en plus des cuvettes de WC chinoises, japonaises, peu importe. Clientèle très spécifique. Produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais il arrive à trouver sa niche. Voilà. Comme quoi, on peut quand même faire du business sur Internet. C'est un site qui est étranger, mais qui peut être traduit en français. Et, il y a plein de clients français qui bossent dessus. Secteur de niche. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on essaye de faire du dropshipping, il y a plein d'inconvénients. Le premier, c'est qu'on agrège des catalogues en masse, des CSV en pagaille. On prend le CSV puis on importe en mode bourrin. Et puis, comme des malades, avec toujours le même contenu dedans, puis ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer, quoi. Ça fait des années que Google nous dit que le duplicate, il aime pas trop, quoi. Alors, on se retrouve avec des sites de dropshipping. Ça, c'est des stats sortis SEMrush sur certains de mes sites prospects. Qui font du dropshipping, et là on se rend compte que finalement c'est des sites qui plafonnent au général. Puis lorsque ils viennent nous voir, vous, moi en tant que SEO, ils ont des problématiques qui sont comme ça. C'est-à-dire que il n'y a rien dans les premiers résultats de recherche, quoi. Voilà, dans les positions organiques, on est très loin, quoi. On est après la 50e position, c'est normal, quoi. Ils n'ont pas retravaillé les fiches produits, ils n'ont pas travaillé leur cocon, ils n'ont pas travaillé leur grappe de mots-clés. Non, ils ont juste importé des catalogues bêtement, méchamment. Vas-y, allez, hop, mode bourrin, quoi. Du coup, ils ont des résultats dans les SERP qui sont plutôt décevants. Ça s'en est un autre, ça. Lui, il a eu encore plus mal. Lui, janvier, avril 2022, là, au niveau des mots-clés, ça pique, quand même. Donc, voilà. Donc souvent, lorsqu'on analyse les sites de dropshipping, souvent, c'est des sites qui ont beaucoup de mal à sortir au niveau des résultats dans les SERP, sauf s'ils sont sur un secteur de niche, bien sûr.
Donc on va essayer de regarder un petit peu les quelques stratégies, hein, des stratégies e-commerce, mais aussi des stratégies qui sont amenées au dropshipping. Alors en 30 minutes, on pourrait explorer plein de stratégies. Hein. Tout au long de ces 2 jours, vous avez pu en voir plein. Hein. Moi, je m'attellerai sur la vidéo, sur quelques réseaux sociaux, et puis sur la plus connue, qui est le content marketing. Mais vous allez voir, je vais donner d'autres tips également. En fait, lorsqu'on regarde un catalogue de dropshipping, c'est un catalogue que j'ai été téléchargé chez un de mes clients hier et que j'ai rajouté dans mes slides. Bon, on voit que dans la description qu'on importe, c'est des produits qui sont du linge de maison, donc des produits pour la cuisine. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'originalité hein, sur la partie là. Hein. Les 5 produits là, ou les 6 produits là, comment dire, je suis pas sûr qu'ils vont arriver à ranker dans Google avec des désignations de ce type-là quand même. Hein. Ça va être un peu compliqué. Bon, un cas concret, hein, volontairement, j'ai voulu vous montrer à quoi ça ressemblait les catalogues de dropshipping qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire des désignations qui sont faites par les fournisseurs, puis qui, bêtement et méchamment, ils ont un clavier à 3 touches, CTRL, C et V. Hein, donc pourquoi utiliser les autres touches? Ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on nous a dit le contenu est roi, content is king. Hein. Mais attention, même lorsqu'on parle de king, pas se tromper entre King Charles et King Charles. Pas tout à fait la même chose. Et comme quoi, même lorsque ça porte le même nom, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, ça fait l'histoire du Canada Dry, c'est comme de la bière, mais c'est pas de la bière. Mais là, pour Google, ça peut avoir le même nom, mais ça peut être 2 produits complètement différents. Bon, on va être clair. Hein. Le contenu dupliqué, Google il aime pas. Hein. Tiens, j'ai été chercher l'extrait de Google Search Central qui nous dit que on a le droit potentiellement d'avoir des articles d'une boutique en ligne qui sont affichés ou liés avec plusieurs URL distincts. Ok, mais dans certains cas, cependant, le contenu est délibérément dupliqué. Non, on ferait ça? Non, c'est pas possible. Alan était ici hier, le roi du Black Hat, donc, mais je pense qu'il vous a expliqué comment on faisait. Avec ces pratiques trompeuses. Alors, une des premières choses à identifier lorsqu'on fait du SEO pour de l'e-commerce ou du dropshipping, c'est le contenu dupliqué, comment on arrive à l'identifier, comment on arrive à le corriger. Bon, je vais vous donner encore une liste d'outils. Alors, le plus connu, c'est Screaming Frog. La plupart d'entre vous doivent l'utiliser. À un moment donné, Screaming Frog, c'est quand même assez idéal pour voir s'il y a des copier-coller au niveau des titres. Hein. Moi, j'aime bien aussi DupliChecker. DupliChecker qui arrive à uploader directement dans le document tous vos documents s'ils font jusqu'à 1000 mots. Bon, c'est déjà un premier état. Il y en a plein. Il y a Kill Duplicate, il y a Copyfight. Copyfight, j'aime bien parce que Copyfight, pour ceux qui ont un site WordPress, il est une extension de WordPress. Donc c'est ce qui permet à un moment donné de pouvoir installer cette extension WordPress et il vous donne tout de suite, lorsque vous écrivez un article de blog, le taux de plagiat. Donc si il estime que votre contenu va être dupliqué avec un autre. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Quand on regarde le taux de plagiat, il y en a un autre qui est pas mal, qui est Siteliner. Tiens, je me suis amusé à le faire sur mon site Siteliner pour voir ce que ça donnait. Cas concret. J'ai dit tiens, je vais aller sur mon site corporate. Bon, normalement, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Donc il y a de fortes chances que je ne serai pas bon sur mon site corporate. Donc j'ai pris mon site, Etoline, et puis j'ai passé dans Siteliner. Alors l'avantage, vous pourriez me dire, bon, on peut le faire dans SEMrush, dans plein d'outils. Là l'avantage c'est qu'en quelques secondes il vous le sort et puis il fait un focus surtout sur la partie duplicate, quoi. Donc là il me disait que j'avais un lien cassé et puis j'avais 19% de duplicate. Wow, pas bon ça. Donc j'ai été chercher un petit peu plus loin et puis je me rends compte que tiens 19%, 26% de contenu qui est pas forcément top, 50% de contenu unique. Alors attention avec ces chiffres-là, hein, il faut analyser. Parce que quand j'ai regardé dans les pages et quand j'ai cliqué dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il estimait comme duplicate, c'était le petit texte en bas qui présentait l'auteur des articles de blog. Donc attention, avec ce contenu dupliqué, il ne faut pas le prendre pour argent comptant systématiquement quand vous passez votre contenu à l'intérieur. Et puis systématiquement,
les menus. Tiens, on en reparlera des menus tout à l'heure, avec comment on doit agir au niveau des menus pour que ça soit un peu plus sympa. Donc sur cet article de blog là, voilà, il me prenait le bas systématiquement, ma description, et il me partait du principe qu'il y avait 263 mots qui se ressemblaient un petit peu partout. Tiens. Donc oui, il trouvait que finalement les meilleurs outils pour le télétravail, l'article les meilleurs outils pour le télétravail ressemblait étrangement à l'article sur le SEO Camp des Lorraine. Voilà, donc forcément c'était la même signature à la fin. Quelques autres tips si vous voulez identifier le contenu dupliqué, Copyscape qui est pas mal aussi. Hein. Ça c'est surtout si vous utilisez des rédacteurs, si vous utilisez des auteurs. Passer Copyscape, ça vous permet de voir si votre rédacteur, si la création de votre rédacteur est vraiment originale ou pas. Bon, on pourrait en avoir plein, hein, Grammarly, Copyleak aussi, Prépost, SEO, Quetext. Quetext il est pas mal aussi parce qu'on peut uploader jusqu'à plusieurs fichiers. Donc ça c'est bien aussi lorsqu'on fait travailler des auteurs. On peut avoir une sorte de taux de plagiat, c'est une sorte d'anti-plagiat qui nous permet à un moment donné de pouvoir faire tout ça. Bon, le contenu c'est bien beau, mais lorsqu'on fait de l'e-commerce et lorsqu'on fait du dropshipping, il n'y a pas que le contenu, quoi. Donc on va essayer d'accélérer pour voir tous les autres tips. Les images, pour ceux qui ont un site sur Shopify, il y a Bulk Image Edit, qui est une extension Shopify aussi, qui permet de pouvoir optimiser les balises alt en automatique. Ou alors il y a une extension qui s'appelle Crushpeak, qui permet aussi de compresser les images pour la partie SEO. La taille des images, on ne le rappellera jamais assez, hein, c'est juste essentiel. Voilà, donc optimiser les images, le poids, le format, les extensions. Aujourd'hui, la grande tendance est plutôt dans le WebP, mais on voit encore plein d'images en PNG qui se baladent partout sur les sites. Ouais, mais comme ça, elle était détourée. Ouais, mais comme ça, elle est drôlement lourde aussi. Hein, donc... le nommage, les balises alt, bon, je vais passer un peu vite là-dessus. Attention, si vous intégrez un site de dropshipping ou si vous intégrez un catalogue de dropshipping, vous allez forcément peut-être être obligé de faire des choix dans les pages que vous allez traiter en premier. Quand vous intégrez 10 000, 20 000, 30 000 références, alors j'ai vu une conf ce matin sur l'IA qui me disait que l'IA était aussi performante, voire plus performante que l'homme. Peut-être, mais vous n'allez pas pouvoir retravailler quand même les 20 000 ou 30 000 pages. Donc il va falloir faire des choix. Donc peut-être identifier des pages clés, des pages catégories, sous-catégories, peut-être des pages marques, des pages fournisseurs, des pages produits clés en fonction des périodes. Si vous intégrez un catalogue aujourd'hui et que c'est des produits de Noël, c'est presque déjà trop tard. Hein. Donc, les meilleures ventes, les produits, les tendances, tout ce qu'on appelle le newsjacking, bon, tout ça, voilà. Et puis, le fil d'Ariane, on l'oublie pas. Hein. Le fil d'Ariane, ça me semble juste évident. Généralement, quand on parle de fiches produits, moi j'aime bien utiliser cette règle des 5 W qu'on utilise dans la presse, qu'on appelle vulgairement en français le QQO QCP, qui, quoi, où, comment, où, pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Où ça peut être utilisé? Quel est le meilleur moment pour l'utiliser? Pourquoi vos clients devraient l'utiliser? Comment ça doit être utilisé également? Et puis, on n'oublie pas l'avantage concurrentiel de votre produit. Quand on fait du dropshipping, on devrait, sur chacune des pages qu'on a identifiées et qu'on veut qu'ils convertissent, se poser ces questions. Voilà. On devrait forcément rédiger avec les intentions de requête, on devrait y mettre les bonnes balises. Bon, ça, je vous apprends rien, hein. On est là avec notre plan de tagage. Je vous assure que quand je vois les catalogues de dropshipping qui sont intégrés, alors là, les balises H1, H2, H3, on en est loin, quoi, hein. Vous avez vu le catalogue que je vous ai montré tout à l'heure? C'était du copier-coller, bête et méchant, quoi. Donc, c'est-à-dire que normalement, quand on intègre un catalogue, on devrait déjà se poser des questions. Et idéalement, peut-être même dans le fichier, déjà commencer à avoir cela. Alors, Excel est mon ami, l'IA est également mon ami, donc maîtriser ces deux points et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps. La métadescription, volontairement, j'ai mis des blabla partout, parce que souvent, quand on intègre des catalogues de dropshipping, on se rend compte que la métadescription, c'est ça, c'est blablabla, 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 blablabla. C'est-à-dire que souvent, les métadescriptions ne sont pas du tout utilisées. Souvent, on a le début du texte, ce début de la description, sauf que je vous ai montré tout à l'heure, le début de la description, elles sont toutes identiques. Donc, c'est-à-dire que vos métadescriptions, elles sont toutes identiques.
Ça, c'est moche. Donc, on n'oublie pas que lorsqu'on fait de l'e-commerce, et d'autant plus lorsqu'on fait du dropshipping, bah, il y a un intérêt, c'est d'avoir un blog, d'avoir un contenu riche. Vous voyez, vos fiches produits, elles sont toutes pourries, si vous n'avez pas retravaillé. Donc le seul moyen que vous avez à faire venir des prospects, c'est d'avoir du contenu riche. Le contenu riche, bah, indirectement, il peut venir par du blog. Là-dessus, on va pouvoir jouer avec les grappes de mots-clés, les backlinks, les longues traînes. On va jouer avec Ubersuggest, mais pas que. Et puis, bon, on va essayer de mettre des articles de blog en fonction des produits, puis rediriger directement dessus. Lorsqu'on fait du SEO et lorsqu'on essaye de vendre du e-commerce, ou en tout cas du dropshipping, il y a un outil où pour l'instant, on a des énormes taux de transformation. Pinterest. Pinterest, l'outil sous-exploité. Mais vraiment sous-exploité. Et pourtant, en e-commerce, on a juste un énorme potentiel. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir y mettre des backlinks, également des balises alt, et également des descriptions de produits. Pinterest, tiens, en quelques minutes, si en plus vous avez une cible qui est féminine, c'est cool. Si vous vendez de la cuisine, de la déco d'intérieur, c'est encore plus cool. Je rappelle que Pinterest, à l'origine, c'était des planches de style, des moodboards. C'est le tableau en liège qu'on avait au-dessus de notre bureau, qui s'est transformé en Pinterest. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un avantage indéniable. En plus, vos liens sur Pinterest sont en dofollow. Donc ça veut dire que vos liens, ils vont être crédibles aux yeux de Google. C'est pour ça que lorsqu'on vend des produits, et lorsqu'on vend des produits un petit peu tendance, la belle photo, le bon visuel, peut être fait avec Photoshop, avec Canva, avec ce qu'on veut. Une chose est sûre, c'est que ça vaut le coup de s'attacher à ces annonces sur Pinterest, parce que les liens sont dofollow, donc c'est plutôt assez sympa. Et puis en plus, à chaque fois qu'un internaute va épingler l'un de vos posts, il y a un nouveau lien qui part vers votre site et qui va être créé, qui va vous apporter du jus. Bon, voilà. Et puis, le gros avantage qu'on a, encore une fois, c'est que Pinterest, derrière, les posts, ils ont une durée de vie moyenne à peu près de 3 mois et demi. C'est toujours mieux que lorsqu'on les publie sur un autre réseau social, quoi. Je rappelle, Facebook, la durée de vie est tout petite, hein, et Twitter, c'est encore pire, 18 minutes, je crois, la durée de vie sur Twitter. Rapidement, pour vous donner des tips, lorsqu'on fait de l'e-commerce, lorsqu'on fait du dropshipping, attention au choix technologique, attention au CMS. Le CMS de prédilection dans le monde du dropshipping, c'est Shopify. Sauf que on a l'impression que Shopify, c'est facile, on va payer tous les mois. Alors, il y a un petit peu de personnalisation. S'il y a de plus en plus d'agences qui sont spécialisées dans Shopify, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, il suffit pas juste d'intégrer le catalogue. Shopify était très célèbre parce qu'ils avaient des connecteurs vers Alibaba en direct. Et puis finalement, j'intégrais, et puis ça se passait bien. Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Hein. Et puis le thème, attention au thème. Hein, on a l'impression que la boutique doit être jolie. Hein. J'aime bien ce que disent les gens du Bon Coin qui disent notre boutique est moche mais elle transforme. C'est vraiment ça, la boutique est moche, elle transforme. Regardez Amazon, hein, leur premier site, ils étaient très très simplistes et pourtant les gens ils y allaient quand même. Hein. Donc voilà. Thème optimisé pour son CMS, c'est une obligation. Hein. J'ai aperçu tout à l'heure Nico de Crénico dans les allées. Voilà. Allez voir sur son site, il y a plein de thèmes optimisés. En fait, ce que je veux surtout vous alerter, c'est que de plus en plus, on voit des annonces « Créer ma boutique en ligne pour moins de 100 €. Ouais, super, ouais. On vous a jamais dit que vous allez vendre, hein. On a dit que vous avez créé votre boutique. Hein. Voilà. De plus en plus, on voit des gens qui commencent à se lancer sur un site avec Wix et qui, derrière, connectent du dropshipping et qui se disent « ça va bien se passer ». Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand on fait de l'e-commerce, attention à l'URL, au rewriting, hein, bien sûr. Je vois encore des choses comme ça sur les URL. Bon, c'est pas très propre. Hein. Moi, personnellement, je préfère ça. Même chose, encore un petit tips. Si vous avez besoin de refaire vos URL de manière propre, voilà, il y a un petit outil qui s'appelle Small SEO Tools et qui vous permet également de transformer vos URL si toutefois elles étaient moches. Moi, je suis quelqu'un de passionné, je pourrais parler pendant 3 heures. Hein, et je vois Sébastien qui me fait signe. 3 minutes. Bon, d'accord, ok. Allez, j'avance. Attention à la navigation à facettes. De toute manière, il y a la pause juste après, donc on pourra échanger pendant la pause pour ceux que ça intéresse. Moi, personnellement, les facettes, je les offusque.
Comme ça, j'envoie pas à Google des pages avec du no-index. Mais bon, ça c'est un choix personnel. La structure des catégories. Tiens, le grand débat avec les balises relnex et relprev. Ça a été un grand débat, ça. En 2011, on disait qu'il fallait le faire. Et puis, en 2019, Google avait annoncé ne plus prendre en compte les balises. Et un petit flashback. Rappelez-vous le monde d'avant, avant Covid. On était déjà aussi au campus. Et aussi au campus, 2019, il y avait Vincent Courson qui était venu, qui avait dit que nenni, on a fait une connerie, on les prend toujours en compte. Donc j'entends plein d'a priori sur le fait que ça sert plus à grand-chose. Bon, mettez-les, ça fait pas de mal, dans tous les cas. Hein. Donc il est plutôt conseillé de continuer à les intégrer, ces balises. Elles servent encore à Google, en tout cas pour la partie crawl, exploration. Et puis, pas oublier qu'elles servent aussi à Bing. Donc, de plus en plus, on commence à nous dire que Bing, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil. Voilà. Le maillage interne, l'offuscation des liens. Bon, je passe très vite sur cette partie-là. Il faut que vous maîtrisiez l'art du PageRank sculpting, puis pas confondre offuscation et cloaking. Alors là, ça c'est un grand débat. Hein. Le cloaking qui est souvent utilisé pour tromper l'internaute et les robots d'exploration. Attention, on mélange pas les deux. Et puis, on améliore ses cocons sémantiques, ses structures, ses silos, etc. Le maillage interne, bien sûr. On n'oublie pas tout ce qui est les URL canoniques. Voilà, un petit rappel de Google Search Central qui nous rappelle ce que c'est qu'une URL canonique. Je vous laisserai tout ça dans les slides. Ton sitemap, on en parle ? On en parle du sitemap qui est souvent pas envoyé vers la Search Console ou qui est souvent mal paramétré. Bon, on m'avait dit qu'il fallait juste intégrer des catalogues. On m'aurait menti. À l'insu de mon plein gré, oui, c'est tout à fait ça. Donc attention au sitemap, hein, quand même, on fait pas n'importe quoi avec ça. Hein. Les balises schémas, les données structurées également. Hein. Bon. Un petit focus, 30 secondes, on arrive à la fin, sur la gestion des stocks. Attention à la gestion des stocks. Je vois plein de gens qui me disent le produit, je l'ai vendu, donc je supprime la page. C'est moche, ta page, elle était bien identifiée. Donc attention avec vos redirections, les 301, les 302, on redirige vers la page catégorie, vers les produits similaires. Ouais, moi on m'avait dit qu'il fallait juste intégrer des fichiers directement dans mon Shopify ou dans mon PrestaShop. Encore une fois, attention, si on est là, c'est pas pour rien. Et puis on continue à y mettre du contenu frais. Du contenu frais, tu publieras souvent, c'est ce qu'on appelle l'user experience bien sûr, avec l'amélioration de l'expérience utilisateur.